partir d'une remarque générale. Je vais rejoindre aussi à la fin non seulement les questions qui ont été posées, mais même Platon qu'a cité Robert, mais sur un autre texte sur la médecine et la politique qui est très important aussi. La remarque générale dont je voudrais partir, c'est que le sujet dont il est question ce soir n'est pas un sujet local. Ce n'est pas un sujet, je veux dire, pour spécialistes, ce n'est pas un petit sujet. Corps médical et corps politique, on pourrait croire que c'est deux types de corps ou deux rapports au corps qui sont localisés dans notre vie, qu'on a affaire à eux seulement de temps en temps, que ça n'est que certaines expériences de notre corps. Et que l'expérience la plus importante de notre corps, c'est celle que vous avez ici et maintenant, c'est celle d'un corps individuel, d'un corps parlant, d'un corps existentiel, d'un corps qui est capable de parler, de penser, de faire de la philosophie, d'être un corps qui s'oublie lui-même dans la parole, dans l'amour, dans l'amitié, dans le dessin, la peinture, la musique, dans la science, etc. Et on peut avoir l'impression donc que nous parlons ici de deux sortes de corps parmi d'autres, par lesquels il faut bien passer, mais qui d'une certaine façon ne sont que des pis-aller, des obligations partielles, mais que l'important c'est plutôt d'arriver à ce corps qui s'oublie lui-même, à ce corps aimant, parlant, chantant, travaillant aussi, qui parfois, dans le travail, on se souvient qu'on a un corps, mais enfin, ce corps qui n'est pas seulement médical et politique. Or, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, on n'échappe pas au corps médical et au corps politique. Toute notre vie, d'une certaine façon, est obligée d'y passer d'une façon beaucoup plus forte qu'on ne le croit d'habitude. Et donc, le sujet dont on parle ce soir, le corps médical et le corps politique, c'est un sujet de philosophie générale. Il faut y passer pour comprendre comment être j'allais dire, vivre d'une façon heureuse et dans une société juste, et d'une façon qui nous permette en effet d'être des corps aimants, parlants, dansants, chantants, etc. Il faut passer par cette réflexion sur le corps médical et le corps politique. Et la question c'est plutôt comment penser la médecine et la politique de telle façon qu'elles permettent de devenir des corps qui sont aussi des corps parlants, des corps aimants, des corps relationnels, des corps qui échangent, qui construisent des espaces publics où on peut faire un peu de philosophie, parfois. Donc c'est un point important. Le point c'est qu'on est obligé de passer par ces expériences, mais qu'elles ne comportent pas une fatalité, qu'elles ne sont pas forcément réductrices, mais qu'elles peuvent à certaines conditions nous reconduire vers toutes les autres expériences du corps. La question, c'est comment. Alors évidemment, déjà pour montrer qu'on est obligé de passer par la médecine et par la politique, il suffit de se rappeler que nous y sommes tous passés et que nous allons tous y retourner. D'une certaine façon, de même que nous sommes nés et nous allons mourir, la naissance et la mort, vous savez, sont évidemment des expériences aujourd'hui à la fois médicales et politiques. Elles ont toujours été vitales et sociales. Elles nous ont toujours rappelé que nous avons un corps dépendant des autres, un corps inscrit dans du social. Nous avons tous été des petits corps vagissants qui mourraient s'ils n'étaient pas pris en charge par du soin technique et des institutions sociales. Et de même, nous savons tous que nous allons redevenir dépendants et que même d'une certaine manière, même avec la mort, d'une certaine façon, cette dépendance ne cesse pas. Puisque d'une certaine façon, le soin et la société interviennent jusque dans le rapport à notre corps mort, et on peut dire, bon, la mort n'est rien pour nous, comme disent les sages grecs, et dans un sens c'est vrai, mais la représentation de la mort fait partie de notre vie, et nous avons besoin de savoir que nous allons en effet être accompagnés jusqu'à la mort, et peut-être même un peu au-delà, que notre volonté va être respectée même un peu au-delà, et que d'une certaine façon, la société est une institution qui nous prend en charge de la naissance à la mort, avec des intervalles entre les deux, mais qui, d'une certaine façon, auxquels on ne peut pas échapper. Et la question, c'est donc plutôt comment faire, comment comprendre que cette expérience qui ne soit pas juste, là aussi, une expérience absolument réductrice et qu'on cherche à oublier cette dépendance vitale,
et qui va revenir dans la maladie, qui va revenir dans certaines maladies graves, qui va revenir aussi au moment de la mort. Et plutôt comment faire pour que le rapport à cette dépendance vitale et sociale permette de construire ces corps, encore une fois, aimants, vivants, chantants, que nous sommes, puisque nous ne sommes pas toujours ces petits corps fragiles ou ces corps redevenus fragiles ou qui pourront et qui sont aussi d'une certaine façon des corps vivants tout simplement, menacés par la mort et qui un jour ne pourront plus la retarder. Ouais. Donc la question c'est comment. Et pour ça, à mon avis, il y a deux conditions et qui vont rejoindre au fond pour qu'il n'y ait pas cette opposition entre les corps qui seraient magiquement parlants, aimants, existentiels, relationnels, et des corps qui seraient notre fatalité biologique et sociale. Le fait que l'être humain est l'être, comme vous le savez, peut-être le plus grandiose des êtres vivants, mais en même temps le plus fragile. Il faut 8 ans ou 9 ans avant qu'un un petit nourrisson humain devienne un être autonome. On parle de la néoténie du nourrisson, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mois pour que le cerveau se forme, pour devenir un individu. La langue maternelle se fixe au bout de 8 mois, 9 mois, il y a moins de plasticité, etc. Mais il faut 8 à 9 ans pour un nourrisson humain devienne un être autonome. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu un article qui prenait un critère très surprenant et assez terrible d'ailleurs pour définir cette autonomie. Définir l'âge de cette autonomie. Disons, le moment où un être humain peut survivre tout seul. C'est malheureusement, pour le démontrer, il y a des sociologues qui l'ont montré avec les enfants des rues dans certaines villes d'Amérique latine. Et à partir de 8 ou 9 ans, un enfant peut, en un certain sens, survivre en étant livré à lui-même. Si, jusqu'à 8 ou 9 ans, il est tout seul, il ne devient même pas un enfant sauvage, puisque même les enfants sauvages, dans les mythes des enfants sauvages, sont pris en charge par des animaux qui viennent apporter les soins primaires. Tout simplement, il meurt. Donc, il y a cette expérience terrible de la fragilité de l'humanité. Et évidemment, on retrouve ça à la fin de la vie ou dans les maladies graves. Et donc, le but, à mon avis, c'est de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à ce dualisme du corps, qui souvent a donné lieu d'ailleurs au dualisme du corps et de l'âme. C'est-à-dire que dans certaines expériences, nous sommes des corps heureux, oubliant la fatalité biologique, et donc pouvant faire de la philosophie, pouvant se prendre pour de purs esprits. Ce que nous ne sommes peut-être pas, je vais essayer d'en dire un mot, mais d'un autre côté, nous sommes rappelés parfois à cette sorte de fatalité du corps, et nous avons en nous cette sorte de hantise, de cette dualité terrible. Et en un certain sens, Platon lui a donné forme aussi, mais à travers cette dualité quand même de l'âme et du corps, même s'il y a les 3 types d'âme. Bon, on voit bien que dedans, il y a cette dualité, parce que l'esprit, quand même, ce qu'il y a de plus indépendant du corps, et il y a cette idée qu'il y a une partie du corps, ou de l'âme, qui est totalement prisonnière du corps. D'ailleurs, c'est le fameux thème du corps comme prison de l'âme. Pour dépasser cette dualité, il faut, à mon avis, 2 conditions. Je vais juste les résumer parce qu'en fait, ça nous ramène à tout ce qui a été dit et au rapport entre médecine et politique. La première condition, c'est, je crois, de ne pas opposer, disons, la médecine, je dirais même la médecine, et les autres rapports au corps. Et plus précisément, c'est là qu'en effet Robert avait raison, il faut introduire plutôt le concept de soin. Je pense qu'il ne faut pas opposer le soin médical et d'autres rapports au corps qui ne seraient pas du soin, et même qui ne seraient pas médicaux. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que nous avons 2 rapports au corps qui sont 2 rapports également de soins. Que ce sont ces rapports qui nous permettent de devenir ce que nous sommes tous ici dans cette salle, parce que nous avons été soignés d'une certaine façon, des corps humains plus ou moins individuels, plus ou moins heureux, plus ou moins relationnels, plus ou moins, etc., avec aussi chacun des soucis existentiels et des bobos physiques, ou plus. Mais, disons, voilà ce qui nous a permis de devenir cela. Cela n'est pas d'un côté la médecine qui prend en charge la mortalité, la maladie, la fragilité, la fatalité biologique, et d'un autre côté, je ne sais pas, des choses désincarnées, de l'amour pur ou de la pensée absolument pure. Il faut plutôt comprendre qu'il y a deux rapports au corps qui sont 2 types de soins, et que nous ne sortons pas du soin, mais qu'il y a 2 sortes de soins. C'est le premier point. Et pour le montrer, je prendrai juste l'exemple dont je suis parti. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre la mort, on pourrait parler de la mort aussi. Par exemple, en citant le texte de Tolstoï, la mort d'Ivan Ilitch, peut-être on pourra en dire un autre dans la discussion, mais je partirai de la naissance. À la naissance d'un enfant,
vous avez, je dirais, plusieurs corps qui se penchent sur son corps, plusieurs faits qui se penchent sur son berceau. Vous avez d'abord des soignants, et je dis des soignants. Il y a le médecin, hein, le chirurgien justement qui fait naître l'enfant. Hein, bon. Il y a les sages-femmes, il y a les infirmières, mais il y a aussi les parents, et il y a aussi parfois les grands-parents, la famille, et puis il y a le corps social justement, hein, puisqu'on vient dans la chambre des parents dire comment est-ce que vous déclarez l'enfant, etc. Donc je dirais, il y a toutes ces formes de soins qui se mettent autour de ce corps. Et la caractéristique de ces soins, c'est qu'ils envisagent l'enfant effectivement comme une personne globale, et que surtout ils sont tous en harmonie entre eux, et dans une société juste, il faut tous ces soins pour faire un être humain. Et si tous ces soins concordent, et c'est parfois le cas, eh bien vous allez avoir un enfant avec un nom, avec une place dans la société, avec un corps qui ne va pas être trop malade, qui va être pris en charge par un médecin global de son corps, ce qu'on appelle un pédiatre. Moi, je suis frappé, on en parlait une fois dans un colloque sur la médecine, qu'il y a deux types de médecine qui traitent le corps global, en dehors de la médecine générale, et de la médecine interne. Et ces deux types de médecine sont la pédiatrie et la gériatrie. Dont la spécialisation ne se définit pas par un organe et un savoir, comme, je ne sais pas moi, le X-logie, hein, la gastro-entérologie, l'otorino-laryngologie, mais qui se définissent par rapport à un âge de la vie, par rapport à une pratique globale de la médecine. Le iatros, c'est le médecin en grec. Vous avez l'enfant, le médecin de l'enfant, pédiatre, le médecin du vieillard, gériatre. Et au fond, il y a aussi le psychiatre. D'ailleurs, ce serait intéressant de réfléchir pourquoi, dans ces trois types de médecine, on considère le médecin et non pas le savoir. Le médecin comme médecin et non pas comme docteur. Pas comme savant, mais comme soignant. C'est la différence. Les médecins sont toujours à la fois savants et soignants. Logos et iatros. Bon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette naissance heureuse, représentons-nous ce berceau, hein, au bout du lit, on est dans un contexte médical, mais au fond, le médecin dit voilà, on va lui faire des examens, mais on va le considérer globalement, il est mignon ce petit, comment vous appelez-vous madame, bonjour la grand-mère. L'officier d'état civil est là, on peut espérer qu'il n'y a pas la guerre autour et que finalement cet enfant va avoir une place, des papiers, c'est très important, il y a les droits de l'enfant, c'est pour ça aussi, c'est un type de soin. Bon, donc le corps social est là et va introduire cet enfant dans une vie sociale. Et toutes les sociétés ont évidemment des manières de faire de l'enfant quelqu'un. Évidemment, l'enfant n'est pas soigné tant qu'une culture n'a pas dit qui il est. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Donc il y a ce type de pratiques qui sont du soin. Et puis, imaginons que la naissance se passe mal. Imaginons qu'il y ait un accident médical ou qu'il y ait une pathologie qui se déclare. Alors arrive, en apparence, un tout autre type de soin. On enlève l'enfant à la mère, qui est d'accord, hein, c'est un point très important, parce qu'elle veut qu'il soit soigné médicalement. Et là, tout à coup, il devient en effet un objet entre guillemets. Je pense comme Yves Panis, que ça n'est jamais un objet à proprement parler. Ça peut le devenir, c'est un risque, j'y reviendrai dans un instant. Je ne dirais pas que la chirurgie traite le corps comme un objet, mais qu'un risque de la chirurgie, c'est de le traiter comme un objet. C'est extrêmement important de comprendre qu'il ne faut jamais confondre une pratique avec son risque. Si vous confondez une pratique avec son risque, vous allez toujours condamner toute la pratique. On va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit parfois. Et c'est vrai de tout. Si vous confondez la maternité avec le maternage, le fait quelqu'un qui, disons, le fait d'être un père avec le fait d'être paternaliste, alors à ce moment-là, vous dites qu'il ne faut plus de père, mais en fait, on peut être un père sans être paternaliste, on peut être libéral sans être ultra-libéral, on peut être tout à sa pathologie, il ne faut pas... Voilà. La chirurgie comporte le risque de l'objectivation et de la violence, je vais y revenir, mais c'est seulement un risque. Dire qu'elle est structurellement violente, c'est une faute. Dire qu'elle ne l'est jamais, c'est évidemment une faute aussi. On l'a vu dans l'exposé d'Yves Panis qu'il y avait les deux spectres, hein, du chirurgien tout le temps violent ou du chirurgien jamais violent. Il est évident que les deux sont faux, mais que le risque est structurellement là. Bon, j'ai digressé déjà vers ce que je voulais dire à la fin, mais peu importe. Donc vous avez tout à coup ce bébé qui en effet change de régime de soins. Et le point important, c'est qu'en effet, il change de régime de soins. Si un médecin identifie une cause potentielle de mort, qu'il faut traiter
de manière spécifique et urgente avec un geste technique repérable et en le mettant par exemple dans une unité de soins intensifs, il change de régime de soins. Et on est plusieurs à avoir essayé de décrire la différence entre ces deux concepts du soin. Ce deuxième concept du soin, c'est ce qu'on appelle en médecine plutôt le traitement. C'est le traitement, pourquoi c'est un point important? Parce qu'il traite, cette fois-ci, non pas l'enfant comme un sujet global, mais une partie de son corps, et c'est inévitable. Si en effet, il faut le faire, il faut le faire. De même que si on a une jambe cassée, il faut traiter la jambe. On ne va pas dire forcément qu'il faut que l'amour suffira. Donc il faut être un peu chirurgien. Et puis il faut isoler une partie, et il faut isoler un moyen pour traiter cette partie. Et c'est précisément ce que les hommes ont inventé, qu'on appelle la technique. Donc Xavier est un des grands spécialistes. Qu'est-ce que c'est que la technique? C'est le détour qu'a employé l'homme, comme disait Canguilhem, qui est le plus grand philosophe de la médecine, à mon avis de tous les temps, mais en tout cas en France au XXe siècle, mais qui dit voilà, la médecine, c'est le détour que le vivant humain a employé pour répondre au problème que lui pose la vie, qui est la maladie. La technique consiste à isoler des moyens pour répondre à des causes, à des objets qu'on a aussi isolés. Donc l'isolation, le découpage est inévitable. Et puis il y a un découpage social, un isolement, on rentre à l'hôpital. Bon, dans la maternité, on médicalise la naissance, mais on la médicalise en familialisant aussi un peu l'hôpital. C'est un point très intéressant de savoir qu'on peut, justement, la pédiatrie, la gériatrie, les maternités, et il faut l'espérer aussi, les lieux de vie pour les personnes âgées, hein, je veux dire, voilà, sont des lieux qui vont concilier la vie relationnelle et la vie médicale. Et c'est d'ailleurs un sujet, comme vous le savez aujourd'hui, très, très intéressant, de comprendre comment on peut répondre à la médicalisation de la vie en essayant aussi d'accompagner, plutôt d'humaniser la médecine. Bon, mais par exemple, vous voyez, on peut à la fois apporter de la vie familiale ou personnelle dans l'hôpital, c'est le cas dans les maternités, et on peut aussi essayer comme dans l'hospitalisation à domicile, de mettre un peu de médecine dans la maison, dans le foyer. C'est pas forcément l'un ou l'autre, il n'y a pas forcément le foyer totalement humain, sans technique, et puis l'hôpital totalement barbare, sans amour. Donc il faut sortir de ces... En même temps, il y a des besoins structurels, et donc oui, il faut distinguer le soin et le traitement. Le traitement a ses exigences. Et c'est très important d'avoir cette distinction. Dans le droit français, cette distinction apparaît, puisque, comme vous le savez, la loi française prévoit la possibilité de l'arrêt du traitement, mais jamais de l'arrêt du soin. Si si une maladie n'est plus curable, le médecin peut décider d'arrêter le traitement, mais jamais le soin. Aucune loi en France ne permet l'arrêt des soins. Au contraire, hein, il y a des soins qui prennent en charge après l'impossibilité des traitements. Mais bon, donc le premier point, la première erreur à éviter, c'est d'opposer la médecine et, je dirais, les autres pratiques humaines du corps, puisque ces autres pratiques humaines du corps, l'amour parental, les relations amicales, l'apprentissage de la culture, la vie sociale, sont aussi du soin et font de nous ces êtres parlants, vivants, aimants que nous sommes, avec des noms, du langage, et tout ça, à mon avis, étant intégralement corporel. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur à éviter, je vais terminer avec ça, la deuxième erreur à éviter, c'est de confondre cette distinction des deux types de soins. C'est là que je vais essayer de répondre à Yves Pavit, c'est la question qu'il a posée. C'est de confondre cette distinction entre deux types de soins avec la distinction entre soins et violence. Et comme s'il y avait d'un côté le soin parental, amical, amoureux et éducatif, et je ne sais pas quoi, culturel, d'un côté qui serait de l'amour, et l'autre comparable à l'amour, hein, et même l'amour étant peut-être le plus haut degré du soin, dans un certain sens, bon. Puisque sans un minimum d'amour, comme le montrent les psychologues, hein, c'est pas du tout de la fiction, le nourrisson meurt, mais dire que d'un côté il y a de l'amour et de l'autre côté il y a de la barbarie technique, qui serait purement et simplement de la violence. Et c'est vrai qu'il y a une forme de violence, entre guillemets, puisque justement on arrache le bébé qui a tout à coup une urgence, on l'arrache à l'amour. En fait, c'est pas vrai, on l'arrache pas, parce que c'est l'amour qui confie, comme a très bien dit Fanny, il confie. Donc toujours sous le signe de cette relation de soins primaire. Bon. Donc,
il y a cette distinction des deux soins, mais il ne faut pas confondre cette distinction entre ces deux soins avec la distinction entre soins et violence. Le traitement médical est profondément éthique, puisqu'il vise à empêcher la mort de l'autre. Il n'est pas barbare. Il court le risque de devenir violent, mais il n'est pas intrinsèquement violent. Il comporte intrinsèquement une rupture et une intrusion, puisque d'ailleurs on va faire intrusion dans le corps, et en effet, le médecin est celui qui a le droit de faire intrusion dans la vie privée des malades, d'où le serment d'Hippocrate, vous savez que le serment d'Hippocrate qui est encore en vigueur dans l'ordre des médecins, dans le corps médical français, il dit une chose très simple, il dit tu ne raconteras pas ce que tu as vu chez le malade. Et évidemment, on entre aussi dans les entrailles, on fait intrusion dans ce corps dont toutes les lois nous disent qu'il est sacré, sauf que le médecin, il entre en effet, il fait intrusion, il peut faire mal. Mais la violence n'est pas là, cette violence-là, c'est une rupture. On a un débat avec Claire Marin, que vous avez entendu ici depuis des années, un débat très intense, qui est le plus important pour moi aujourd'hui, où elle pensait au début d'ailleurs que le soin était intrinsèquement une violence. Ce que je ne pense pas. Ce que je pense justement, c'est que, et c'est le deuxième point et le dernier point que je voudrais soutenir, c'est qu'en réalité, il y a de la bienveillance et de la violence dans les deux sortes de soins. Des deux côtés. Le risque est des deux côtés. La médecine peut devenir violente, et à certaines conditions, si effectivement elle fait cette rupture sans la penser comme rupture. Par exemple, si ne serait-ce qu'en enlevant le bébé à sa mère et en ne lui expliquant pas ce qui se passe, il y a déjà une conclusion. Et là, il y a déjà une forme de violence, pas fatale, mais possible, un risque, mais de même, dans l'amour humain, il y a un risque de violence parce qu'il y a un risque de haine. Et c'est pas parce qu'il y a des parents qu'il va y avoir toujours de l'amour. Donc la violence va être des deux côtés, dans les deux rapports au corps. Et elle est possible dans tous ces corps qui se penchent sur le berceau du bébé peuvent devenir violents. Les fées peuvent tous devenir des sorcières. Le médecin peut devenir un bourreau, bon, ça s'est vu dans le XXe siècle. Hein. Le parent aussi. La maltraitance est quelque chose de très fondamental. La maltraitance est la pire violence humaine. Pourquoi? Parce qu'on appelle maltraitance, dans le droit français, la violence exercée par ceux qui devraient soigner. Et donc c'est pas n'importe quelle violence. Tout le monde n'importe qui peut nous frapper. Mais un homme qu'on ne connaît pas, une tuile qui tombe d'un toit, et ça peut aussi être celui qui est chargé de nous aimer, et là c'est de la maltraitance. Donc ça existe, et les parents peuvent devenir des bourreaux aussi, mais la société aussi, qui peut ne pas donner de nom, ne pas donner de pain ou de toit, qui peut même pas mettre les enfants à l'hôpital. Moi, quand on parle de l'hôpital comme une violence, je pense toujours à tous ces gens qui aimeraient pouvoir entrer à l'hôpital, pour qui l'hôpital est aussi un besoin vital. Et donc, donc la société peut devenir violente de plein de façons, dans l'hôpital, mais aussi par défaut d'hôpital. Et donc, il faut absolument se souvenir, tous ces philosophes qui pensent, c'est des collègues, hein, mais parfois dans les colloques d'éthique médicale, on se dit, mais c'est pas possible, ils disent que la médecine est une barbarie, ils n'ont jamais vu des gens qui aimeraient avoir accès à la médecine. Mais il y a donc un risque de violence, je dirais, transversal, qui traverse toute l'expérience humaine et où tout peut se mélanger. Et pour répondre à la question d'Yves Panis, oui, bien sûr, la philosophie, mais aussi la psychanalyse, ont montré que non seulement il y a un risque de violence institutionnelle de la médecine à travers la blouse blanche, le pouvoir, etc., mais il y a un risque psychique que la violence qui est l'ambivalence propre à tout être humain, évidemment, chez le soignant, se traduisent aussi. Alors les psychanalystes, moi je ne vais pas faire de psychanalyse ici, même si je pense qu'elle est inévitable aussi, vont parfois dire que même pourquoi est-ce qu'on devient soignant, vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on devient chirurgien? Certains psychanalystes disent c'est pour extérioriser de la violence, certains autres, au contraire, c'est pour réparer une violence subie ou pour une fragilité vitale, etc. On ne va pas faire ce type d'analyse-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, il y a de l'ambivalence partout. Le pharmacone, c'est-à-dire ce terme qui désignait en Grèce à la fois la potion et le poison. Hein. Encore aujourd'hui, vous avez le mot drogue. Si vous allez aux États-Unis où la lutte contre la drogue est évidemment un problème majeur, vous allez quand même trouver partout des drug stores. Pourquoi? Parce que la drogue, c'est aussi le médicament. Je vais prendre mes drogues. Donc c'est des mots qui portent en eux cette ambivalence. Mais surtout, il y a l'ambivalence humaine.
Et elle est partout. Et donc, il ne faut surtout pas croire que le médecin est par essence violent et que les parents sont par essence aimants. Et donc, nous construisons ces rapports au corps dans l'ambivalence et en construisant le mieux possible des institutions et des relations qui nous permettent de devenir ces corps heureux et parlants que nous sommes. Et c'est pas... Voilà. Et donc, je conclurai sur ces corps, et je voulais citer quand même ce texte de Platon où il y a des choses que je voulais dire et que je vais sauter. Je suis sûr que j'ai déjà été beaucoup trop long. Mais le point sur lequel je voudrais revenir, oui, il y a aussi, bon, Xavier nous a montré ici comment l'individualisation médicale peut devenir pas une barbarie, mais en tout cas le contraire d'une individualisation morale, ou bien peut la retrouver. Donc il y a aussi une ambivalence dans l'hyper-technique d'aujourd'hui est elle-même à double tranchant. Peut devenir les données médicales, ce que vous avez sur votre iPhone, va pouvoir servir à vous enrégimenter dans des bases de données un peu terrifiantes, ou bien au contraire, à inventer le traitement qui ne marchera parce que c'est tout de vous, et effectivement, ça peut vous sauver la vie parce que le cancer de X n'est pas le cancer de Y. Et en ce moment, on est en train d'individualiser la médecine pour le meilleur et pour le pire. C'est un peu... j'ai fait résumer un peu brutalement un des aspects de l'exposé de Xavier. Le dernier point, c'est le texte de Platon que je voulais citer, qui résume tout et qui montre comment cette alternative est tout à fait générale et non seulement une métaphore du politique, mais une leçon pour le politique. C'est le fameux texte des lois, du livre 4 des lois, qui est un autre dialogue de Platon, moins connu que la République, qui distingue les médecins des hommes. Il y a deux sortes de médecins. Il y a les médecins des esclaves et il y a les médecins des hommes libres. Médecins pour esclaves et les médecins pour hommes libres. Et évidemment, Platon vivait dans une société esclavagiste. Pour Platon, les médecins, quelle est la différence? Les médecins des esclaves traitent les esclaves à la chaîne, sans leur parler, sans les individualiser, alors que les médecins des hommes libres prennent le temps de leur expliquer ce qui leur arrive et de leur... En fait, ils traitent de la même façon. Mais ils ne soignent pas de la même façon. Et ils n'ont pas... Pourquoi est-ce que Platon fait cette distinction? En fait, ce n'est pas un passage où il parle de la médecine, c'est un passage où il parle de la politique. Et il veut dire qu'il y a deux sortes de politiques. Vous avez les politiques qui traitent les citoyens comme des esclaves, et les politiques qui les traitent comme des hommes libres. Et le politique qui traite le citoyen comme un esclave, comme le médecin des esclaves, c'est le politique qui dit j'ai la potion et qui n'explique pas pourquoi. Et le politique des hommes libres, c'est une politique pour qui l'essentiel de la politique n'est pas dans l'efficacité, mais dans l'explication. Il y a l'efficacité, parce que comme à l'hôpital, il faut quand même guérir, il faut traiter le problème. Mais au moins aussi important que l'efficacité, il y a l'explication, la persuasion. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on est en train de faire ici. Je pense qu'au fond, voilà, je pense qu'il ne faut pas garder Platon l'image, à mon avis, du philosophe roi. Ça, c'est vrai que c'est plutôt un danger, à mon avis, qu'il faut combattre. Mais plutôt quand même l'idée de la philosophie comme soin, comme le soin de l'âme. Tu as entendu que l'âme est une partie du corps, ou plutôt une relation entre les corps, et que finalement, essayer de comprendre ce qui se passe quand on parle du corps, c'est encore soigner notre corps. C'est-à-dire que là, nous ne sommes pas en train de faire des beaux esprits dans un cadre privilégié, magnifique, dont je remercie beaucoup les organisateurs, et nous sommes en train de soigner encore nos corps. Et si possible, d'étendre ce soin des corps par la philosophie à toute la société, et de ne pas considérer ça comme un privilège intemporel et métaphysique, mais au fond, voilà, si on voulait vraiment soigner tout le monde complètement, il faudrait que tout le monde ait accès à la réflexion philosophique sur le soin, et que tout le monde ait accès à la philosophie, ce serait ça ma conclusion sur le soin des corps.